Your Excellency. Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la Commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ces moments chargés d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire
consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux, annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة في غزة، واستمرار حرمان هذا الشعب من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة، لا تشكل عاراً جسيماً لكل الإنسانية. ورغم ذلك كله ظل الشعب الفلسطيني البطل صامداً، كما ظل الاتحاد الإفريقي في جانبه بكل قوة وحزم. هنيئا لك يا أخي الرئيس أبو مازن. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continue de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leur terre. C'est le comble. C'est vraiment le comble. Ce drame inouï pèse aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu et la libération des otages et prisonniers, facilité par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sur la conscience universelle et questionne profondément sur notre humanité. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laisse point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, des expansions du terrorisme et de l'extrémisme violent, des poursuites de la guerre ravageuse au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, des divisions de la Libye dont je salue l'adoption hier ici même de la charte de réconciliation. Félicitations à vous, Monsieur le Président Danou Sassou Nguesso. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée,
au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes: le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières, confirme sa pertinence et sa nature nécessairement progressive à se déployer sur le long terme. C'est une exigence d'adaptation perpétuelle des structures de notre Union aux évolutions qui caractérisent le monde. Je voudrais ici remercier les présidents Paul Kagame et William Ruto pour leurs remarquables efforts pour faire avancer cette réforme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'évaluation de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, couvrant la période allant de 2014 à 2023, révèle les progrès sectoriels accomplis dans notre marche vers la construction de l'Afrique que nous voulons. Il est crucial d'en tirer les vraies leçons et de procéder aux ajustements pertinents subséquents. Dans le domaine de la santé, c'est une approche holistique, traduite sur le terrain à travers des actions auréolées de succès. Avec la survenance de la pandémie de la COVID-19, Africa CDC s'est affirmée comme l'instrument le plus efficace de la lutte contre toutes les maladies. La préoccupante question du financement de la santé continue de nous préoccuper. 2 mécanismes de financement de la couverture sanitaire universelle et celle de la lutte contre la malnutrition sur le continent ont été conçus. Grâce au Centre africain des vaccins vétérinaires, PANVAC, dont le nouveau laboratoire de production de vaccins a été inauguré en février 2024, une avancée significative dans le domaine de l'élevage, de la santé animale et du développement socio-économique a été réalisée. L'Agence africaine des médicaments, AMA, a commencé l'installation de son siège à Kigali et ses activités sont sur la rampe de lancement. La médecine traditionnelle a bénéficié de l'élaboration de 2 plans décennaux, le dernier courant de 2025 à 2035. Le champ de l'éducation a été animé par la volonté de concevoir un nouveau système éducatif pensé en fonction des exigences d'un monde où l'enjeu majeur est devenu la compétition autour de l'innovation scientifique, technologique et maintenant par l'intelligence artificielle. C'est en cohérence avec cette âme que des stratégies diverses et complémentaires ont été développées, notamment lors de la conférence de Nouakchott de l'année 2024, initiée par la présidence en exercice la Mauritanie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, dont l'UNICEF et l'UNESCO en particulier.
La centralité des problématiques genre et jeunesse a été affirmée. Les envoyés spéciaux femmes et jeunes se sont bien implantés dans l'univers institutionnel du leadership de l'organisation. Tout au long des 8 années de ce double mandat, bien d'autres domaines cruciaux ont retenu toute l'attention qu'ils méritent, de par leur importance pour le développement socio-économique de l'Afrique. Qu'il s'agisse de notre vision sur les questions minières, du programme détaillé de l'agriculture et de l'économie bleue, du développement des infrastructures et de l'énergie, du changement climatique avec l'adaptation et la résilience climatique du continent, de l'intégration régionale à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'opérationnalisation effective du Fonds de la paix qui a dépassé l'objectif de 400 millions de dollars, du traitement des crises humanitaires dont l'Afrique est l'épicentre avec la mise en place de l'Agence africaine humanitaire, du renforcement de la visibilité de l'Union africaine à travers notre partenariat avec les Nations unies. Tous ont été au centre de notre entreprise collective. Je profite de l'occasion pour rendre ici un hommage tout particulier à un artisan majeur de ces partenariats. J'ai nommé Antonio Guterres, un grand ami de l'Afrique. Merci Antonio. L'accession de l'Union africaine au G20 et les BRICS, dont plusieurs États africains sont membres, est venue couronner cette visibilité. Sur toutes ces questions, les structures spécialisées de l'Union africaine et les États membres ont mené des réflexions approfondies et tracé des perspectives claires pour certaines et rendu concrètes bien d'autres. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mois, j'ai adressé à vos Excellences une lettre relative à quelques urgences centrales dans le devenir de notre Union et de ses capacités de réaliser au mieux possible nos objectifs. Je pense ici d'abord au Conseil de paix et sécurité, évoqué plus haut. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir, d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises le cas échéant. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. L'évocation du CPS renvoie à la question des changements non constitutionnels du gouvernement. À cet égard, j'ai mentionné dans la dite lettre que nous n'avons plus désormais que 2 options. Soit abandonner les principes qui régissent actuellement cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et les adapter à nos besoins et réalités nouvelles. Nous ne pouvons, pour notre crédibilité, continuer à ressasser telle une litanie ces principes tout en les piétinant ou acceptant leur flagrante et constante violation. Il n'y a rien de plus corrosif de notre crédibilité qu'une telle attitude qui a conduit ces derniers temps à une véritable défiance vis-à-vis des règles et principes et fragiliser l'intégration dans une partie du continent. J'ai mentionné également le marasme persistant et paralysant de notre insupportable division en matière de représentation en relation avec nos partenariats dits stratégiques. J'appelais ici encore à choisir l'une des 2 options qui s'y présentent pour nous et dont j'ai présenté clairement les termes dans ma lettre. J'avais également mentionné la question récurrente du financement de l'organisation, laquelle paradoxalement contraste avec les tendances continues de multiplication des organes sans souci de leur financement. Une organisation indépendante et gardienne de notre liberté et de notre souveraineté ne saurait se construire par le financement d'autrui.
J'avais également soulevé la réduction privative d'initiatives du président de la Commission de l'Union africaine et appelé à son harmonisation avec les obligations légales et coutumières qui s'imposent désormais à lui. En somme, l'essence de ma correspondance est simple et peut-être brutale. C'est la question d'être dignement ou ne pas être de notre organisation, placée devant une terrible conjugaison de facteurs de complexité. Ce sont toutes ces questions auxquelles vous faites face aujourd'hui que j'ai voulu pudiquement poser dans ma lettre. Allons-nous enfin ouvrir les yeux sur le sort de notre organisation ou alors continuer à la laisser se lamenter et gémir? Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une vérité banale aujourd'hui d'affirmer que les concepts et les instruments juridiques servant de cadre d'analyse des dynamiques de la politique internationale contemporaine sont périmés. Ils ont perdu leur vertu à la fois structurante et explicative des phénomènes mondiaux actuels. Un tel constat explique pourquoi les débats portent aujourd'hui sur les modalités d'avènement d'une nouvelle gouvernance économique et politique mondiale. L'Afrique ne peut rester muette et inactive. Elle doit impérativement se jeter dans la bataille pour se tailler sa place propre dans les configurations en cours de recomposition. Ce n'est pas facile. Cela demandera de l'ingéniosité, de la créativité, de la méthode, du courage. Plus généralement, cela demandera une vraie rédemption pour un réveil de la conscience et de l'âme du panafricanisme. Celui de la conscience de notre africanité, celui de la fierté de notre africanité, celui de l'attachement à notre africanité, celui du rejet de notre dépersonnalisation et de notre servilité nihiliste, de notre identité et de notre être. C'est à quoi nous appelle la jeunesse africaine. Celle-ci, majoritaire dans tous nos États, est de plus en plus exigeante. Sa voix résonne de plus en plus fort grâce aux nouvelles formes de communication qui amplifient toutes les expressions. Cette jeunesse africaine nous interpelle et nous fait constamment un procès en déphasage de ses aspirations, qui sont celles d'une Afrique ouverte sur elle-même et unie, souveraine dans ses politiques et choix, debout et solidaire. Cette solidarité a toujours été notre planche de salut dans notre combat contre le colonialisme et l'apartheid et le parachèvement de notre indépendance. Nous venons de nous incliner sur la mémoire d'un de ces grands combattants, Sam Nujoma. Ça doit nous rappeler quelque chose, mesdames et messieurs. La foi dans notre solidarité panafricaine a galvanisé nos consciences, nos volontés et nos intelligences pour nous conduire vers un destin commun plus prometteur. Il n'y a pas de nouvelle voie de notre futur que d'écouter et de donner corps aux aspirations de notre jeunesse, nos concitoyens et notre diaspora. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je quitte définitivement mes fonctions dans quelques jours. J'avoue que je me sens envahi par un doux sentiment de liberté qui m'autorise ces quelques mots venant du cœur. Le premier est un mot de profonde gratitude à vos excellences pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant pour 2 mandats successifs, président de la Commission de l'Union africaine. Soyez assurés que j'ai mesuré et je mesure toujours toutes les dimensions de cette confiance et du lourd poids de la gratitude et la reconnaissance subséquente. Le deuxième mot porte sur l'autre et moi. Dans cet autre, je pense d'abord à nos partenaires, surtout ceux qui nous ont offert une amitié sincère et une coopération mutuellement avantageuse. Je voudrais les remercier tous et leur exprimer notre gratitude. Je pense ensuite à vous ici présents, ainsi qu'à ceux qui nous ont quittés pour différentes raisons.
Nous avons réalisé de bonnes et grandes choses. Et surtout avons, autant que faire se peut, respecter une certaine éthique et une ligne de conduite que nous croyons conforme à nos principes et objectifs. Veuillez accepter toute ma reconnaissance. Les membres de la Commission de l'Union africaine, d'autres hommes et femmes ensuite, y ont travaillé, souvent dans l'ombre, avec assiduité, dévouement, discipline et talent. Je voudrais leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Le troisième mot est relatif à mes propres limites. J'ai tant voulu faire vite et mieux au cours des 2 mandats que vous m'avez confiés. Je sais que je n'ai pas tout fait. Peut-être ai-je sous-estimé la lourdeur de la tâche et le poids des pesanteurs. Je sais que j'ai peut-être commis des erreurs. Je ne devrais peut-être pas dire peut-être. J'ai certainement commis des erreurs. Peut-être ai-je ici ou là faibli ou m'étais trompé et manqué des occasions de faire mieux. Je voudrais m'en excuser et demander pardon si mes manquements ont causé un quelconque tort individuel ou collectif. Le 4e mot est relatif à mon sentiment de l'instant. Je suis heureux de reprendre ma liberté. Mais je sais que j'aurai aussi la nostalgie des lieux, des femmes et des hommes que j'y ai connus, du peuple éthiopien à la civilisation millénaire. À vous, mon cher Dr Abiy Ahmed, Betam Amesegnalem. Peut-être faudra-t-il écrire l'histoire de tout cet enchevêtrement de sentiments et de sensations. Enfin, mon 5e mot est celui de mon serment, de continuer à servir, de penser à l'Afrique, à servir l'Afrique, à rêver pour elle, pour sa jeunesse à laquelle nous n'avons pas fait suffisamment et à laquelle nous devons faire beaucoup, car après tout, c'est elle qui compte aujourd'hui et davantage demain. Un mot de la fin à vous, Monsieur le Président et cher frère Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour vous dire combien j'ai apprécié votre proximité tout au long de votre mandat. Vous avez été un maître de sagesse, de civisme et de hauteur, inspirant à tous égards. À vous, Monsieur le Président et cher frère João Lourenço, je me permets de souligner que la force tranquille que vous symbolisez me rassure sur une présidence en exercice de sérieux et de substance. Puissiez-vous tous les deux en particulier, et nous tous, avoir une pensée agissante pour les grands prisonniers du Sahel, le président Mohamed Bazoum, dont rien ne justifie l'interminable détention. Il doit être libéré sans condition. Plein succès à notre sommet, plein succès à notre prochain leadership. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement